Oh, mon cher Maurice. Mon cher Robert, il est si tôt. Ah, ça nous change des tournages habituels où on tourne à 23h parce qu'on a été pris toute la journée. Oui, cette fois on tourne à 6h, chers amis, car nous avons eu un peu de mal à dégager du temps pour cette émission. D'ailleurs, il faut que je fasse peu de bruit pour ne pas réveiller ma dulcinée qui dort pas très loin. Mais je te vois un peu agité. Malgré cette bonne nuit de repos, il y a peut-être quelque chose qui te tracasse. Ah bah oui, mais c'est la catastrophe. Mon cher Maurice, nous n'avons pas été à la hauteur en termes de KPIs sur le régime des actifs. Ah, on n'a pas assez leverage le lead. Eh ben, figure-toi que moi j'ai envisagé une stratégie disruptive pour nous permettre de leverager le podcast afin d'atteindre les KPIs. Mon idée, elle est toute simple, c'est de proposer un livrable putassier basé sur le meilleur du régime des actifs et sur l'actualité. Et pour cette émission, je te propose de reprendre le meilleur du régime des actifs en ressortant des cartons un vieux concept qui est le portefeuille du conspi, que tu pourras nous présenter, et puis dans une deuxième partie de réagir à l'actualité, et notamment à la question des retraites. Ah, excellent. À nous les juteux TJM. Eh bien, effectivement, recyclons donc cet ancien épisode avec la rubrique du doigt mouillé. Jingle. C'est la rubrique du doigt mouillé. 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 This is not financial advice. Et donc, pour cette rubrique du doigt mouillé, nous allons recycler le portefeuille du conspirationniste. Pour ceux qui connaîtraient pas déjà la rubrique du doigt mouillé, parce qu'on a peut-être des nouveaux qui nous écoutent, c'est notre rubrique principale dans laquelle on va parler d'investissement en général et on va présenter des boîtes ou on va présenter des thématiques d'investissement. Et aujourd'hui, on a une thématique toute spéciale qui est la thématique de la théorie du complot. Alors, pour rappel, on avait déjà tourné un épisode sur les théories du complot et sur les actions liées aux théories du complot. Le principe est tout simple. Maurice et Robert viennent chacun avec des théories du complot, ils les présentent et ils présentent les actions qu'ils doivent acheter s'ils croient à ces théories du complot. Oui, et alors la dernière fois nous avions présenté plusieurs entreprises. Il y avait BlackRock qui manipule les marchés en bidouillant les scores ESG. Qui veut faire manger des insectes et qui contrôle toutes les entreprises du monde. Nous avions Monsanto / Bayer qui vous empoisonne avec des OGM. On avait aussi Goldman Sachs. Exactement. Et nous avions Bolloré. Goldman Sachs, le faiseur de dette grecque. Et enfin Bolloré avec son complot cristiano-réactionnaire. C'est ça. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on vous a rapporté chacun une théorie du complot. On ne s'est pas encore concerté, mon cher Maurice. Nous ignorons tout de la théorie du complot de l'autre. C'est toujours la beauté du portefeuille thématique, c'est qu'on ignore ce que l'autre va présenter. Alors, mon cher Maurice, je te laisse l'honneur de commencer cette incroyable rubrique. Je prends à bras-le-corps cet honneur et figure-toi que j'avais plusieurs idées pour cet épisode. Alors une des idées que je voulais explorer, c'était il y a un double complot sur lequel à la fin je ne suis pas allé, mais je vous le cite quand même. C'était, tu connais les chemtrails, ce sont ces lignes que vous voyez dans le ciel qui sont dues au passage des avions et que les complotistes associent en fait à un empoisonnement des populations où en fait l'État lâcherait des produits chimiques dans l'air. Et donc moi j'avais pensé à Boeing avec les chemtrails, c'est aussi avec les assassinats des lanceurs d'alerte qu'on a eu, les assassinats, les morts suspectes des salariés lanceurs d'alerte qu'on a eu l'année dernière. Et après je me suis dit Boeing c'est quand même une société
qui a un peu décroché en bourse. Je ne sais pas si ça sera une bonne entreprise à présenter. Donc après, j'ai cherché un autre complot. Et je suis tombé sur une pépite de complot. Alors juste, je te coupe, mais moi aussi j'ai pensé aux entreprises aéronavales avec tous les crashs d'avions qu'on a eus. Et je me suis dit que le complot, c'était peut-être pas celui auquel on pensait, c'est peut-être pas Boeing qui complotait, mais c'était peut-être Airbus Oui. qui complotait contre Boeing. Et donc pourquoi est-ce qu'il fallait investir sur Airbus plutôt que sur Boeing? Mais voilà, j'ai trouvé autre chose finalement. Pareil, j'ai également pensé. Donc à la fin, je me suis rabattu sur une actualité. As-tu vu récemment la publicité pour Jaguar? Ah, j'adore, oui, Non, Dior. Jaguar. Ah, Jaguar. Ah, mais les voitures. J'ai vu qu'ils avaient effectivement fait une publicité où ils avaient pris un parti pris qui était très éloigné de la voiture, qui faisait un peu, Voilà, donc je sais pas, un peu théâtre wokisant, mais voilà, exactement. bon, après, j'ai pas particulièrement suivi l'affaire. Donc c'est le complot woke, cher ami, qui consiste à dire que les grandes entreprises sont toutes sujettes en fait à des lignes directrices pour rendre toutes les choses plus en woke en quelque sorte. Et Jaguar en fait partie avec cette pub qui a déglingué la marque, où tu avais des gens habillés de toutes les couleurs, il n'y avait pas une seule photo de voiture, et le logo tout minimalisé, en faisant perdre cette esthétique qui lui était propre. Donc j'ai choisi ce complot. Et je ne vous présenterai pas Jaguar, mais la société qui possède Jaguar, c'est-à-dire Tata Motors Limited, qui est une société indienne. Ah, Tata, mais c'est intéressant en plus parce que c'est une des plus grosses boîtes au monde. Enfin, Tata, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est peut-être un des plus gros conglomérats au monde. Ils sont dans l'automobile, ils sont dans l'acier, où vous pouvez trouver Tata Steel. Ils sont aussi dans le conseil. Et je crois que si vous prenez l'indice indien et que vous regardez le top 50, il doit y avoir peut-être 3 boîtes Tata différentes. Oui, à la base c'est le groupe Tata, effectivement, qui est la plus grosse boîte indienne, le plus gros groupe indien, et qui d'ailleurs se situe dans le top 100 des capitalisations mondiales, et qui possède effectivement cette branche de voitures, Tata Motors. Donc le groupe Tata, comme son nom l'indique, c'est la famille Tata qui l'a créé, donc c'est une famille indienne très, très, très importante. Comme tu l'as dit, elle a une infinité de secteurs d'activité, donc Tata Chemicals pour la chimie, Tata Motors, Tata Conseil, comme tu l'as dit, ça c'est intéressant. Je crois qu'ils sont dans le top 10 des boîtes de conseil. Ouais, j'avais failli bosser pour eux pendant un moment, et puis je leur ai dit non quand on m'a proposé plus autre part. Ils voulaient te payer en roupies. C'était pas loin. Ils ont des hôtels, ils ont de la technologie, ils ont du métal, de l'énergie, ils ont du thé, enfin ils ont plein de choses. Et Tata Motors, qui avant s'appelait différemment, je crois ça s'appelait Lico, quelque chose comme ça, peu importe, mais qui donc en fait aujourd'hui s'échange sur le marché des actions à 780 roupies, c'est-à-dire environ 8,8 euros, en ayant fait plus 12% sur un an sur le prix de l'action, et plus presque 400% sur 5 ans. Alors, par comparaison, cette année, l'ETF Amundi MSCI India a fait plus 19%. Et pour les autres marques automobiles, on a un décrochage sur pas mal de marques. Mercedes, c'est moins 10% cette année. Stellantis, c'est moins 35%. Ferrari, par contre, et Tesla, eux, c'est dans le positif avec respectivement plus 20% et plus 40%. Donc Tata Motors, ils ont une activité qui est répartie géographiquement avec en premier l'Inde, qui constitue 20% du chiffre d'affaires. Ensuite, on a les États-Unis qui est pas très loin derrière avec 18%, la Chine qui est avec 17%,
le Royaume-Uni qui est à 14% et l'Europe qui est à 13%, donc on voit que c'est quand même assez bien réparti. Et dans le reste du monde aussi, c'est 14%. Ils ont 100 000 salariés. Et ils vendent principalement des véhicules utilitaires, donc des camions, des camionnettes. Je me demande s'ils vendent pas aussi des tracteurs. Attends, mais 100 000, c'est énorme en termes de nombre d'employés. Ah oui, mais tu sais, les Indiens, ils sont 2 milliards, cher ami. Qu'est-ce que 100 000, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est vrai que 100 000, c'est jamais qu'une petite école primaire dans, Oui. dans la banlieue de Bombay. Exactement. Et donc, ils possèdent Jaguar et Land Rover. Ce qui est surprenant, c'est la revanche des Indiens sur le colon anglais. Ils ont racheté. Mais l'Inde, c'est un pays qui est très intéressant parce que, comme tu disais, ils sont des milliards. Mais à côté de ça, c'est un pays qui est en pleine croissance, qui est en pleine explosion démographique et économique. Donc, on est dans un des endroits qui sera peut-être, je sais pas, là, bientôt la 3e puissance économique, peut-être la 2e même, devant la Chine. Et on a toujours une croissance démographique énorme. Je sais plus à combien on est, genre peut-être à 4 enfants par femme ou 5 enfants par femme. Enfin, c'est vraiment énorme. Et les gars, en fait, il y a tout à faire chez eux. Il y a les infrastructures à moderniser. Il y a énormément d'investissements à faire. C'est un pays qui est un peu fermé, qui est très fermé comme la Chine, dans le sens où c'est difficile de pénétrer le marché et qu'il y a beaucoup de protectionnisme. Mais malgré tout, ils respectent un peu plus la liberté des gens que la Chine et ça a pour conséquence que énormément de capitaux ont fui la Chine pour se mettre en Inde et qu'on a aussi beaucoup d'investisseurs qui vont sur l'Inde. Si vous regardez l'indice du marché indien, vous allez voir déjà qu'il explose en termes de performance celui de la Chine, mais en plus de ça qu'il a des ratios de valorisation qui sont totalement déments, qui sont au même niveau que le SP500 alors qu'il s'agit d'un pays émergent. Ouais, tout à fait. Dans un pays très intéressant, même en termes d'investissement, il y a de bonnes affaires, je pense, à faire. À titre personnel, mon portefeuille comporte un peu d'ETF indien. Et donc, bon, cette entreprise, que faut-il en penser? Alors moi, j'ai regardé un peu sur Zone Bourse, sur les sites, on peut récolter des informations. Et ce qu'on constate, c'est que leur chiffre d'affaires croît d'année en année. Mais j'ai trouvé des informations contradictoires en ce qui concernait les bénéfices nets, les marges et la dette. Donc je sais pas, franchement, sur les sites que j'ai consultés, il y a un site qui me disait qu'il y avait une croissance, il y a un site qui me disait qu'il y avait une décroissance, donc c'était pas très clair. Peut-être qu'à Ligue 7 pourra infirmer ou confirmer cela, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même un peu de croissance et pas trop de dette. Donc, l'entreprise, somme toute, intéressante, même si en fait, moi, l'automobile, on l'a déjà dit à maintes reprises dans cette émission, c'est quand même très risqué. On peut le voir avec toutes les grosses marques là qui sont en train de décrocher en ce moment. Ça reste de l'industrie. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'automobile, c'est un secteur qui est vraiment bourbier, dans le sens où c'est un secteur qui est assez plein, hein. Il y a énormément de conglomérats et de marques qui existent. C'est un secteur dont la croissance est fortement dépendante des subventions et des crédits d'État. Et c'est un secteur qui demande quand même d'avoir des certains moyens et dans lequel t'as très peu de marge. Et en fait, quand on regarde les grosses boîtes de l'automobile, il y en a très peu qui font de la croissance et il y en a très peu qui ont des belles marges. Je pense que la seule boîte qui se détache vraiment en termes de marge dans l'automobile, c'est Tesla, qui est vraiment incroyable à ce niveau-là. Et même en ayant des très bonnes marges pour l'automobile, ça reste très éloigné des marges de la tech, etc. Et eux aussi, ils galèrent à faire de la croissance dernièrement. Et le dernier point, c'est que c'est quand même un secteur qui est très conditionné au prix aussi des matières premières, que ça soit l'acier ou que ça soit les carburants. Et donc en fait, c'est un secteur qui est pas du tout facile.
Ouais, il y a ça. Euh, Rien qu'en Chine, l'industrie automobile en Chine est directement contrôlée par l'État. C'est ce qui fait le succès des voitures chinoises électriques qui inondent l'Europe. Les usines ont une cadence de fou parce que derrière, il y a les thunes de l'État. C'est pour ça qu'on a du mal à concurrencer. Voilà, il y a ça, il y a aussi le nombre de voitures déjà existantes. Enfin, ça fait un siècle qu'on a des bagnoles. C'est un marché qui est difficile à se renouveler. Et par contre, si on regarde le taux de motorisation en Inde, c'est quand même un pays qui est en fin de liste. Je crois je suis en train de regarder maintenant, il y a 44 voitures pour 1000 habitants. Là où par exemple aux États-Unis, tu as un truc comme ça doit être un truc comme 2000 voitures pour 1000 habitants, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, hein. Alors moi, j'ai regardé les chiffres de Tata. Je trouve pas les estimations pour 2024, mais si on regarde de 2021 en gros de 2020 à 2023, on a eu quand même des chiffres qui étaient pas mal pour de l'automobile, avec la croissance du revenu qui annualisé faisait du 20%. C'est vraiment plus que ce qu'on peut attendre dans l'automobile. Et, et un bilan qui est passé de énormément de dettes à toujours beaucoup de dettes, mais beaucoup moins, avec les capitaux propres qui ont beaucoup augmenté, la trésorerie qui est assez importante aussi. Donc c'est effectivement une boîte, comme tu disais, qui fait de la croissance. Et c'est pas pour rien qu'elle a fait plus 10% depuis le début de l'année, là où les constructeurs automobiles se sont tous cassés la gueule. Et le PER est quand même assez relativement faible, hein. Tu vois, il tourne autour entre 8 et 13. Ouais, on est le PE par rapport au revenu précédent, il est un peu en dessous de 9. Après, je sais pas combien ça représente en forward Je crois avec les estimations de je crois revenus. le secteur est à 20. Pour conclure sur Tata, il y a certes le complot woke qui tend à tout rendre gay, mais il y a aussi un complot au sein même de Tata, car figure-toi qu'en 2014, son PDG est mort dans des circonstances très louches en tombant du balcon d'un hôtel en Thaïlande, à Bangkok. Et la police estime que ce n'était pas une mort naturelle car la fenêtre était trop petite pour que quelqu'un y tombe par mégarde. Donc, Ah, que s'est-il passé? et ben, que s'est-il passé? Figure-toi que parmi les actionnaires de Tata, 2% du capital est détenu par BlackRock. La boucle est bouclée. Tout s'explique. C'est Larry Fink qui voulait voler le tandoori du patron de Tata. À lui, le juteux poulet butter tikka masala. Bon, allez, je te laisse la main pour nous parler de ton complot. Figure-toi que moi je suis un scientifique, et comme tout bon scientifique, j'écoute l'avis des scientifiques. Je me fie au consensus. Et l'autre jour, alors que j'étais à la recherche de consensus, j'ai commencé à écouter un certain David du CNRS sur YouTube, qui est un chercheur en mathématiques, qui est un directeur de recherche au CNRS, et il parlait de son livre Toxic Data, dans lequel il voulait nous parler des réseaux sociaux et de comment les réseaux sociaux influencent nos choix politiques. Et il m'a révélé quelque chose, il m'a révélé qu'il y avait un complot des milliardaires et des réseaux sociaux pour faire élire Trump. Mmh. Il m'a expliqué dans sa vidéo que c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a tout un tas de gens qui se sont pas déplacés pour aller voter pour Kamala Harris, et qu'en conséquence, il faut réguler les réseaux sociaux, il faut faire fermer Twitter, il faut tous partir sur Blue Sky, etc., etc. Mais moi, conscient de la perfidie des milliardaires et conscient de la perfidie des réseaux sociaux et de leur pouvoir, je me suis dit, mais pourquoi ne pas posséder moi-même un réseau social? Parce que si je le possède, je peux contrôler l'esprit des gens. Et c'est là que j'ai pensé à une entreprise que tu connais très bien et qui s'appelle Meta. Ah oui. Meta qui s'est fait aussi connaître avec Cambridge Analytica il y a quelques années.
Oui, oui, c'est Cambridge Analytica. Pour ceux qui se souviennent pas, c'était en gros ce scandale en 2015 ou 2016 au moment de la. C'était en 2016, ouais, Ouais. lors de la première campagne et élection de Trump comme président des États-Unis. On avait découvert qu'il y avait des gens qui avaient utilisé Facebook pour faire de la pub en faveur de Trump. Alors là, je résume peut-être un peu trop l'histoire, mais je t'avoue que à l'époque, j'avais pas compris ce qui avait choqué particulièrement les gens parce que dans les médias, on voyait très bien que ça soit à la radio, à la télévision, ou même sur certains réseaux sociaux, qu'il y avait des biais en faveur de tel ou tel candidat, et apprendre que il y avait eu de l'instrumentalisation d'un réseau social par un camp politique qui était en l'occurrence les Républicains, je trouvais pas ça particulièrement surprenant. Oui, c'est en fait évidemment Trump avait perdu, il n'y aurait pas du tout eu de scandale. Parce que de toute façon, on pense bien que le camp adverse fait exactement la même chose. Mais c'était des publicités politiques très ciblées qui, je crois, prenaient en compte certaines habitudes auprès des gens et qui les poussaient en fait à voter pour tel camp à la dernière minute. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut résumer ce scandale. Ouais, et tu vois, ça c'est les gens sont choqués parce qu'on dit ah on a été manipulé par les réseaux sociaux, mais moi j'ai le souvenir de gens qui disaient regardez la campagne de Barack Obama elle est géniale déjà Ah oui, parce que Barack Obama est un très bon orateur et un candidat très charismatique, mais en plus parce qu'il a su organiser sa campagne correctement et cibler les bons endroits dans lesquels faire du tractage et toquer aux portes afin de pousser les gens à voter. Et en soi, c'est du ciblage et ça, c'est exactement le même concept que Cambridge Analytica ou oui, oui. utiliser les réseaux sociaux en général. C'est juste que là, ça se fait physiquement en utilisant des données qui sont pas les mêmes. Et de toute façon, c'est toujours assez insultant envers le public parce que ça voudrait dire que les gens sont pas suffisamment intelligents pour savoir pour qui voter par eux-mêmes et qu'ils seraient manipulés. Et j'ai envie de dire, quand bien même ça serait le cas, ça veut dire que la personne est quand même très influençable et que de toute façon, elle va mal voter. Genre, qu'elle soit influencée ou pas, elle va faire un mauvais choix. Donc, c'est vraiment pas Et un sujet d'inquiétude, à mon sens. Mais d'ailleurs, avant que j'embraye sur Meta, moi je suis vraiment gêné par l'espèce de critique et de diabolisation qu'il y a envers les réseaux sociaux, parce que je la trouve effectivement assez malvenue et assez détachée de ce qu'est la réalité de l'être humain. Si on peut résumer la critique des réseaux sociaux, je dirais que elle est sur trois axes. Le premier axe, pardon, c'est de dire que les réseaux sociaux euh, aident à la propagation de désinformation. Le deuxième axe, c'est de dire que les réseaux sociaux ne mettent pas en valeur les bonnes personnes. Et le troisième axe, c'est de dire que les réseaux sociaux laissent apparaître des idéologies très méchantes, des discours de haine, etc. Alors déjà sur la question de la désinformation, ce qu'on dit c'est que il y a effectivement beaucoup de fausses informations ou de faits pas vérifiés qu'on va voir circuler sur les réseaux sociaux, mais ça c'est monnaie courante, c'est assez courant que dans l'information continue de la même façon il y a des informations pas vérifiées qui circulent. C'est assez courant aussi qu'il y ait des rumeurs qui circulent au café du commerce du coin. Juste, les réseaux sociaux, c'est un café du commerce. Et je trouve que dans le combat contre la désinformation, il y a eu énormément de bons progrès. Aujourd'hui, quand on est sur Twitter, Facebook ou YouTube, c'est assez fréquent qu'il y ait des commentaires en dessous d'articles ou de photos trompeuses, donnant un contexte qui permet de pas forcément se laisser avoir. D'ailleurs, la fonctionnalité des notes de la communauté de Twitter, avec toutes les limites qu'elle a, est pas mal à ce niveau-là parce qu'elle permet de mettre en valeur certaines imprécisions, certains mensonges qu'il y a. Et d'ailleurs, c'est des notes de la communauté qui concernent pas forcément
que des gens qui sont des trolls, c'est des notes de la communauté qui vont aussi concerner des hommes politiques, des journaux, etc., des organisations militantes. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Et même à un moment, il faut aussi arrêter de se tromper. C'est pas parce que les gens voient des fausses informations qui votent pas, ou qui votent d'une certaine façon. C'est en général plutôt parce qu'ils votent d'une certaine façon ou qu'ils ont certaines croyances qui vont être prêts à croire certaines fausses informations qui vont dans leur sens. Si demain tu m'expliques que la France insoumise finance la Russie, il y a beaucoup de chances pour que je te croie sur parole parce que j'aime ni l'un ni l'autre. Mais on est tous sujets à ce genre de biais. Très bien, je ne surenchéris pas sur le débat car nous avons une entreprise à présenter, mais il y a moult choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Eh oui, attends, moi j'aimerais quand même terminer. Il y a cette question effectivement aussi de la mise en valeur des comptes. Et en fait, souvent, les gens qui se plaignent que les bons comptes soient pas mis en avant, c'est tout simplement des gens qui préfèrent un système dans lequel telle personne ou telle personne validée par la modération a plus de vues et qui sont pas contents de voir qu'ils sont mis en concurrence avec des randoms qui font beaucoup plus de vues ou beaucoup plus d'engagement qu'eux. Et en fait, c'est des gens qui n'aiment pas le système de la concurrence et du libre marché qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, moi, ce qui me saoule un peu avec cette idée disant que les réseaux sociaux propagent les opinions extrêmes et propagent la polarisation, c'est que en fait je suis pas sûr que empiriquement ça soit vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plein de médias différents dans lesquels les opinions s'expriment et que les gens qui se sentent pas représentés dans les grands médias d'opinion, ils vont chercher le café du commerce pour pouvoir s'exprimer. Et c'est parce que Internet est un café du commerce qu'on entend leurs opinions. C'est pas Internet qui a décidé de manière endogène de sécréter des opinions très méchantes. Et et aussi il faut avoir conscience que quand on est dans une démocratie, quand on est dans le libre marché de la pensée, il faut aussi accepter d'entendre des opinions qui nous plaisent pas. Quand des gens disent trop de bêtises, on les bloque et on les masque et c'est tout. Où on met en valeur les erreurs factuelles qui peuvent propager, mais on va pas s'autoproclamer juge des opinions valides et invalides. Enfin bref. Et de toute façon, il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour diffuser des fausses informations. Il suffit de voir la réaction du boomer moyen quand tu lui dis que le système de retraite par répartition est une aberration pour comprendre que c'est pas en bloquant les réseaux sociaux qu'on résoudra le problème. Et au contraire, c'est peut-être une meilleure façon de propager la bonne parole. Hein. Il y a des sujets effectivement comme la fiscalité ou même, je sais pas, le nucléaire qui sont abordés aujourd'hui, et la santé aussi, mais grâce aux réseaux sociaux, et qui n'aurait pas été abordé autrement. Ouais. Et faut garder en tête que quand on accepte un nouvel élément dans le marché des technologies et dans le marché des débats, c'est un package. On peut pas choisir tous les éléments positifs qu'on veut et tous les éléments négatifs qu'on veut. La liberté, ça vient avec plusieurs choses, y compris les mêmes de boomers complotistes et les informations pertinentes. Enfin bref, moi je veux contrôler le débat. Tu es un homme lézard, perdu dans le métaverse. Ah mais moi j'ai envie de mettre Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il y a pire que Laurent Wauquiez ? Non, Laurent Wauquiez c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Moi j'ai envie que Laurent Wauquiez devienne le chef de la France et peut-être même du monde. Et comment je vais m'y prendre ? Eh bien, je vais acheter Meta, je vais contrôler les réseaux sociaux, il va devenir président de la République, et ensuite, je vais influer sur l'opinion de mes voisins européens, afin qu'ils disent tous que Laurent Wauquiez est l'avenir de l'humanité. Et alors, Meta, qu'est-ce que ça donne ? Alors Meta,
Donc si vous connaissez pas, en fait, Meta, c'est un conglomérat de réseaux sociaux qui contient Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Threads. Bon, Threads, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse. C'est un peu la tentative ratée de faire un concurrent à Twitter par Meta. Et en fait, c'est une des plus grosses entreprises qui existe au monde. Hein. C'est une entreprise qui a une capitalisation, je crois, qui est de l'ordre du presque du trilliard. Et en fait, qui est la première entreprise dans le domaine des réseaux sociaux. Alors, est-ce que parmi les différents réseaux sociaux que j'ai cités, Facebook, Instagram et WhatsApp, tu es sur l'un de ces réseaux sociaux? Je suis sur WhatsApp pour communiquer avec ma famille, Instagram pour voir des vidéos de ce grand Galan Cyr et son qui prend le lead. Mais Facebook, oui, j'ai un compte dont je ne me sers plus depuis plusieurs années. Ben moi, en fait, je suis sur ces 3 réseaux sociaux. Après, je suis très peu sur ces réseaux sociaux. Hein. Messenger, effectivement, c'est pour communiquer uniquement avec des gens qui l'utilisent. Mais à titre personnel, je suis plutôt un adepte de Signal et un peu Telegram aussi. Donc c'est un peu... Rejoignez le canal Telegram du régime des actifs. On ne le dira jamais assez. Mais ouais, en fait, WhatsApp, c'est peut-être... Je crois que c'est la plus grosse application de messagerie au monde et ça fait très longtemps qu'ils ont déplacé les SMS. Ça doit dater d'il y a 10 ans, peut-être même plus. À côté de ça, il y a Messenger, qui est la messagerie de Facebook, mais qui a à peu près le même rôle que WhatsApp. Sauf que là, c'est totalement en ligne, ça utilise pas le réseau. On a aussi Facebook, qui est un peu le réseau social des boomers, qui est le réseau social des boomers et des groupes de mèmes un peu cringe, de tous les nerdshis qu'on peut connaître, les nerdshis divers et variés, et Instagram, qui est un peu la vitrine moderne où chacun raconte sa vie et partage les plus belles photos de sa vie. On peut trouver à la fois les vidéos excellentes de Galan Cyr, mais aussi des comptes qui partagent des vidéos de chiens, des vidéos de cuisine ou même des jolies minettes. Et cette entreprise, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle possède en fait des réseaux sociaux qui concernent à peu près toutes les classes d'âge et qui sont assez diversifiés parce que ça va du blog à juste la communication directe. Donc on voit qu'on a affaire à une entreprise qui a un quasi-monopole sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux concurrents qui ne sont pas sous la domination de Meta, c'est Twitter et LinkedIn. Sauf si t'en vois d'autres. Ah, il y a TikTok aussi. Ouais, TikTok. Oui, LinkedIn, c'est Microsoft. Et alors, est-ce que tu sais comment Meta gagne de l'argent? Parce que nous, quand on utilise Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est gratuit. On ne paye pas. C'est gratuit, mais quand tu connais ce dicton, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et donc il y a l'immense marché de la donnée et de la publicité. Et ouais, c'est à peu près ça. Et depuis peu, il y a aussi le marché de l'abonnement. Donc vous vous abonnez à Facebook ou Instagram Premium et vous ne verrez pas de pub. Mais autrement, si vous l'utilisez en version gratuite, mais vos données seront revendues à des annonceurs et ça permettra de faire du ciblage publicitaire. Ouais, là, pour le coup, moi, si on me lance sur le sujet, je m'arrête plus, hein, parce que c'est mon travail que de lire les décisions de justice qui ont condamné Meta à maintes reprises sur ce sujet. Car tu as un monsieur en Europe, un vil communiste qui s'appelle Max Schrems et qui est connu pour en fait avoir fait des procès à l'appel. Et récemment, il en a gagné un contre Meta d'ailleurs, car Meta en fait utilisait toutes les données générées sur son réseau social, que ce soit les données rentrées manuellement, que ce soit les données de conversation, que ce soit les données enregistrées par téléphone, pour en fait créer un profil sur l'utilisateur et revendre ce profil à des annonceurs pour faire de la publicité ciblée. Et en l'occurrence, il utilisait les données sur son orientation sexuelle. Et Meta a été condamné à ce titre
Et bref, et voilà. Et il y a quelques années aussi, il a été condamné à 390 millions d'euros pour d'autres raisons similaires. Enfin, tous les ans, il y a un truc. Ah, mais Meta, c'est vraiment une entreprise qui a une réputation infâme. Dans le portefeuille du conspi, on vous a pris par le passé des boîtes qui étaient pas qui étaient pas reluisantes comme Monsanto et Vivendi ou même BlackRock. Alors là, je pense que Meta, en termes de réputation, ça va être difficile de battre parce que je crois que c'est encore pire que les entreprises qu'on a mentionnées précédemment. En fait, les mecs, ils sont régulièrement convoqués devant le Congrès parce qu'on a découvert que t'avais euh, t'avais des effets néfastes sur les jeunes, du genre ça les pousse au suicide parce que on leur montre du contenu toxique ou qui pousse à la compétition ou à l'exposition de sa propre vie. Il y a la revente des données, t'as tous les groupes chelous qui existent sur Facebook. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment le gros n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi sur la valorisation, parce que Meta a une valorisation qui est tellement infâme enfin, pardon, a une réputation qui est tellement infâme et qu'a un historique de procès et qu'on se dit ça peut pas durer. Comment une entreprise comme ça peut faire de la croissance et comment une entreprise comme ça va pas se faire interdire du jour au lendemain ou casser par l'État fédéral qui va essayer de reprendre la boîte en main. Et pourtant, Meta continue de faire de la croissance, continue de gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est une des entreprises les plus rentables, hein. Ils ont des marges de zinzin. Bon, des marges qui oscillent entre les 20 et les 40% selon les années. Et en ce moment, c'est plutôt aux alentours des 30. Mais avant de rentrer un peu plus en détail dans les chiffres, mon cher Maurice, à ton avis, Meta, est-ce qu'ils contrôlent uniquement les États-Unis par leur pouvoir psychique et ésotérique, ou est-ce qu'ils contrôlent aussi d'autres parties du monde? Alors, je pense que il ne contrôle pas la Chine. Mais figure-toi que j'ai été très surpris de découvrir qu'ils faisaient un truc comme presque 14 milliards de chiffre d'affaires en Chine. Ah oui, quand C'est même. assez nouveau et je sais pas comment ça s'explique. J'ai pas réussi à trouver l'information. En tout Peut-être, cas, ils sont effectivement principalement aux États-Unis, hein, c'est 50 milliards de ventes là-bas. En Europe, c'est 32 milliards. Ils sont en Asie-Pacifique, 22 milliards. Hein. Ils sont en Chine. Ils sont en Chine et je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont réussi à s'incruster en Chine. moi non plus. Peut-être par une sous-branche d'activité. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Et après, sinon, ils ont de l'activité au Canada, ils ont de l'activité dans le reste du monde. Mais effectivement, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils vendent de la donnée sur les Ah, possible, hein. utilisateurs américains C'est possible. aux boîtes chinoises, je sais pas, peut-être Ouais, de la des publicité Alibaba et tout. faite des annonceurs chinois qui cibleraient aux États-Unis. C'est probable. Enfin bref, c'est donc une entreprise qui, comme je vous disais, fait énormément de croissance sur, je crois, les 8 dernières années. Quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires annualisé, on est sur du 22% de croissance annuelle. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est fou, c'est fou. Hein. Franchement, moi, si mes boîtes en portefeuille faisaient du 22%, je serais vraiment très content. Le BNA, ça a grossi un peu moins vite, mais ça a grossi assez vite aussi. On est plutôt sur du 18%. Comme je vous disais, la marge elle est plutôt aux alentours des 30, mais elle a tendance à faire du yo-yo selon les années. Et on est sur une rentabilité des capitaux propres qui est aux alentours de 20%. C'est une entreprise qui est vraiment très saine en termes de bilan, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a une trésorerie nette, c'est-à-dire que sa trésorerie est supérieure à sa dette, et après qui a un levier qui est ridicule. Hein. Le levier sur equity est de 24% et celui sur EBITDA est de 63%, donc autant dire que c'est une entreprise qui est très safe.
Après, c'est une entreprise qui fait un peu peur aux investisseurs parce que c'est une entreprise qui a tendance à énormément réinvestir son argent et dans des projets qui sont pas toujours des Rentable. grandes réussites. On peut penser à des grandes réussites comme le rachat d'Instagram il y a quelques années. Je sais plus pour combien de milliards il avait acheté, mais je sais pas, peut-être 10 milliards ou 4 milliards. On vérifiera l'information. Mais ils en ont fait une grande réussite parce que Instagram aujourd'hui c'est un des réseaux sociaux les plus utilisés. Mais ils ont eu aussi des ratés comme le Libra, l'époque où ils ont voulu concurrencer le Bitcoin en créant leur propre crypto-monnaie, ou même le métaverse. Alors, est-ce que tu peux nous parler du métaverse, mon cher Maurice? Le métaverse, je crois qu'on en a déjà parlé sur l'émission, mais moi ça me fait toujours rire ce projet. C'est en fait c'est la reprise d'un truc qui existe déjà depuis des années. Euh, En gros, le métaverse, c'est euh, c'est un jeu vidéo. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est un jeu vidéo où tu peux te connecter avec tes amis et un monde virtuel via un casque de réalité virtuelle. Et, euh, et donc, d'où le nom du groupe, Meta. Gros axe entrepris par Zuckerberg. Et ça fait des années qu'on nous en parle et ça fait des années que on attend de voir quand est-ce que ça va sortir. En revanche, je crois que un des domaines dans lequel ça peut exceller, c'est le domaine médical. Apparemment, tu as déjà des chirurgiens qui, via des casques de réalité virtuelle, opèrent à distance des patients de façon assez convaincante. Donc, Et d'ailleurs, on a aujourd'hui dans les publicités à la télé ou les publicités dans le métro, Meta qui parle de ces casques de réalité virtuelle, MetaQuest, c'est ça? Si je me trompe aucune pas. idée, je sais pas. Mais c'est une entreprise qui, comme on vous disait, est centrée sur les réseaux sociaux, mais qui s'intéresse à énormément d'autres domaines. Donc il y a effectivement eu la blockchain, il y a la réalité virtuelle avec les casques, il y a aussi l'IA. Faut noter que Meta, c'est quand même une des entreprises qui depuis des années finance le plus l'intelligence artificielle et fait le plus de recherches dedans. Je me demande si c'est pas eux qui faisaient partie des gros développeurs de PyTorch, qui est un des plus gros, enfin un des frameworks, un des deux frameworks les plus importants pour faire des réseaux de neurones. Et dernièrement, c'est eux qui ont proposé un LLM open source qui s'appelle Llama. Donc on connaît Llama 2 et je crois qu'il y a Llama 3 qui va sortir. Et ils ont fait le pari de partager des modèles de LLM open source pour essayer d'un peu étouffer la concurrence et notamment ChatGPT, tous les modèles GPT en général. Parce que c'est vrai effectivement que dans l'informatique, l'open source, ça pousse souvent à des développements qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Parce que les gens, se saisissant d'un code connu, vont l'améliorer, ajouter des fonctionnalités, ça va aller très vite. Et ouais, c'est une entreprise qui est vraiment impressionnante dans ce qu'elle sait faire technologiquement. Ouais. Du coup, leur activité, ça reste principalement la pub et la vente de données. Et moi, j'ai le souvenir d'une boîte que j'ai connue qui faisait de la pub pour le compte de ses clients. Et en fait, il y a une plateforme qui s'appelle Business Manager, Meta Business Manager. En fait, c'est l'interface professionnelle qui est dédiée au lancement de campagnes publicitaires sur Meta. Et il faut savoir que cette plateforme est réputée pour avoir des failles de sécurité. Et, et donc, par exemple, vous pouvez avoir des agences qui vont gérer la pub de leurs clients, qui vont se connecter au compte via leur propre compte de leurs clients. Imaginons que je sois l'agent, je me connecte au compte du régime des actifs. Et en fait, sur ce compte, il y a plusieurs utilisateurs, personnes physiques. Et une méthode de hacking de ces plateformes consiste en fait à envoyer une invitation. Enfin, on est un tiers, on envoie une invitation au compte. Et en fait, dans ce fouillis de personnes qui y ont accès, il peut y avoir quelqu'un qui accepte l'invitation. Et donc, cette personne malicieuse qui va se connecter dessus. Et en fait, lancer des campagnes
via ce compte, mais avec la carte de crédit qui est connectée au compte. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des pubs de dropshipping dégueulasses lancées avec le compte de grandes marques sur les réseaux. Et dedans, soit c'est une vraie pub et la personne en fait utilise ce levier pour vendre son produit, soit c'est des virus. Là, c'est plus inquiétant. Le régime des actifs devrait s'inspirer de ce genre de prouesse technologique pour vendre ces t-shirts, mugs et autres parrainages de Giro. Alors je vous disais que Meta c'était une entreprise qui réinvestissait énormément et que c'était quelque chose qui effrayait les gens. Quand je vous dis que c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le CAPEX, il se chiffre à 20% du chiffre d'affaires. Déjà, une entreprise qui réinvestit plus que 5 ou même qui est jusqu'à 10, on trouve que c'est beaucoup, mais là on parle de 20%. Et par rapport au free cash flow, c'est-à-dire à l'argent qui est vraiment disponible une fois qu'on a tout payé, ça représente 60% du free cash flow. Donc c'est une entreprise qui lésine pas. Dernièrement, avec le développement de l'IA, ils investissent énormément dans des serveurs, hein. C'est quand même après la norme, hein. Microsoft fait pareil, Google fait pareil, Amazon aussi. Et c'est une entreprise qui reverse aussi de la valeur à l'actionnaire au travers de dividendes, hein, depuis le début de l'année, mais aussi surtout de rachats d'actions. Après, bon, les rachats d'actions et les dividendes, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un épisode sur les dividendes pour débunker l'article de Mathieu Louvet sur les dividendes, parce que c'est n'importe quoi. Ça pourrait être un peu putassier, mon cher Maurice. Mais voilà, c'est une entreprise qui ne ménage pas ses actionnaires, et c'est une entreprise qui n'a pas peur de prendre des risques. Et on peut effectivement avoir peur des investissements foireux, hein, comme le métaverse ou le Libra. Mais on peut aussi se dire que quand on est dans la technologie, il y a énormément de concurrence, et pour continuer d'être le meilleur, et pour continuer d'avoir les marges qu'on a, investir, c'est une bonne chose, et faire de la recherche, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup moins sévère avec les boîtes de la tech qui ont des gros capex, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui justifie leur survie. Bon, à court terme, ça fait moins d'argent dans la trésor, mais à long terme, ça permet de continuer d'exister. Et on voit bien que Meta, malgré tous les investissements foireux qu'ils ont pu faire par le passé, aujourd'hui, ça reste une boîte qui continue de délivrer de la croissance, qui est capable de bien se restructurer quand il faut et quand il dépense trop, et qui a su aussi trouver des pépites comme Instagram. Pour terminer donc sur la boîte, si comme moi vous voulez devenir les maîtres du monde en achetant Meta, eh bien l'action, sachez qu'elle s'échange aujourd'hui à 575 $, avec un PER en forward qui est à 22, donc c'est pas très cher pour un GAFAM. Il y a que Google qui est moins cher. C'est cher, mais c'est pas trop cher. Je crois que c'est le même niveau de prix qu'un LVMH, alors qu'on a une croissance qui est quand même bien supérieure. Et c'est un investissement qui est assez juteux, hein. Si vous étiez positionné sur Meta en début de l'année, vous avez fait un truc comme 60% depuis le début de l'année. Si vous êtes positionné dessus depuis 5 ans, vous avez fait 186%, et vous avez eu beaucoup de dips dans lesquels ça a été l'occasion d'acheter Meta. Tout à fait. Pour rappel, Meta, en 2022, en octobre 2022, donc il y a 2 ans, l'action s'est changée quasiment à 100 $. Ça veut dire que si vous l'achetiez à ce moment-là, vous avez fait plus de x5. Donc voilà, une boîte fortement juteuse. Eh bien écoute, je vais donc diffuser mon complot woke en publiant mes pubs Jaguar sur Meta et manipuler les esprits des droits tardés pour qu'ils décident de porter du rose. Et oui. Nous allons contrôler l'esprit des gens en les wokisant, en les rendant fascistes. Très bien. Eh bien, je pense que nous pouvons clôturer cette rubrique du doigt mouillé. Et si nous avons le temps, parce que l'épisode dure quand même depuis 50 minutes, faire une brève rubrique du café du commerce. On peut même se dire
que on la tourne et on peut même décider de se dire que c'est un deuxième épisode dans la foulée qui va être assez court. Et ben, dans le cas de figure où ce soit un deuxième épisode, on vous invite à vous abonner au Origins Actif, à partager les épisodes du Origins Actif, à rejoindre notre canal Telegram, mais en particulier le Clavardoir, qui est une sous-rubrique du canal Telegram, à utiliser notre code promo de Giro pour commencer à investir, et à nous envoyer un gros chèque. Et on vous fait plein de gros bisous et on vous invite à partager l'émission avec vos proches sur Twitter, etc. Récemment, on a encore des gens Meta, sur Facebook. sur Meta aussi. On a encore eu des gens qui ont partagé notre émission et on les remercie. Hein. Je pense notamment à Odin ou à Anthony Cobalt. D'ailleurs, Anthony Cobalt a son propre podcast qui s'appelle Radioactif. Donc, mais non. c'est assez proche, de nous, mais lui, il est là depuis plus longtemps. Ah, ok. Mais punaise, et je vous invite à suivre. À chaque fois, je suis persuadé que on a créé le truc et ça m'énerve comme nouvelle. Mais bon, c'est pas grave. On le salue, on l'embrasse. Alors radioactif, moi je pensais pas à actif dans le sens les gens qui bossent, mais je pense que c'est plus radioactif dans le sens c'est une radio qui est radioactive. C'est vrai que le rapprochement peut être fait. Bon, enfin bref, on l'embrasse et on vous invite à écouter ces émissions qui sont aussi très intéressantes. Et on ne le répétera jamais assez, mais le passé c'est bien et le futur c'est mieux. Merry halal Christmas to everyone. Jingle halal. Jingle halal. All I want for halal Christmas is you. You and you and you.